Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci et bienvenue en tout cas pour ce séminaire consacré au soutien et à l'accompagnement des managers en période de restructuration. Je me présente, je suis David Destock. J'anime l'entreprise Oasis Mobilisation au sein du groupe Oasis et compagnie et je vais avoir le plaisir d'animer et de faciliter ce webinaire en compagnie de deux de mes collègues qui vont se présenter tout de suite d'ailleurs. Donc en premier Bertrand Sanson et ensuite Caroline Naquet. Donc commençons par Bertrand. Peux-tu nous dire qui es-tu et que fais-tu au sein du groupe Oasis et compagnie? Bonjour à tous, je suis donc Bertrand Sanson et je suis directeur de projet chez Oasis Mobilisation. Mon métier consiste tout simplement à accompagner les managers collectivement et individuellement dans les périodes de restructuration et puis aussi dans les périodes plus stables des entreprises et des organisations. Je fais ce métier depuis bientôt 30 ans. Merci Bertrand. Caroline. Bonjour à tous, je suis donc Caroline Naquet, je suis directrice de projet au sein du pôle Oasis Mobilité. Ce pôle qui a pour vocation d'accompagner les entreprises dans le cadre de projets de restructuration. Donc, nous accompagnons les collaborateurs des entreprises dans des projets tels que des PSE, PDV, RCC, GEPP. J'aurai sûrement l'occasion de vous expliquer tous ces acronymes. Exactement, tous ces acronymes. Merci Caroline. Alors peut-être pour revenir sur l'objet et le pourquoi de ce webinaire consacré au sujet donc de l'accompagnement et du soutien des managers en période de restructuration, tu en as parlé Caroline, qui peut revêtir des formats différents, des plans de sauvegarde de l'emploi, des plans de départ volontaire ou des ruptures conventionnelles collectives. Notre objectif, c'est d'aborder trois sujets, trois thématiques, trois objectifs. D'abord, se rappeler pourquoi les restructurations et comment elles impactent les managers. Peut-être voir rapidement avec mes deux collègues intervenants les différentes étapes clés de ce type de restructuration. Et dans un troisième temps, en quoi et comment il faut accompagner les managers qui ont un rôle à jouer dans ces restructurations, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par une première question à toutes et à tous. Et pour ça, je vais vous proposer d'utiliser l'onglet chat pour chacune et chacun des personnes qui ont pu se connecter. Je crois qu'on est déjà à peu près une cinquantaine de connectés. Peut-être répondre à cette première question qui va servir de fil rouge dans un premier temps à Bertrand et Caroline. Pour vous, finalement, quel peut être ou quel est le rôle du manager dans ces périodes de restructuration qu'on vit en ce moment pour une grande partie des entreprises et des organisations? Donc, en quelques mots, peut-être sur le chat, comment vous voyez le rôle du manager dans ces phases de restructuration, quelle que soit leur forme d'ailleurs. Donc, je vois qu'on a quelques réponses pour commencer. Donc, Bertrand, Caroline, je pense que vous voyez comme moi des propositions de rôle, à la fois la rassurance, le fait de rassurer. Pour Renaud, le fait d'accompagner. Il y a le sujet de l'individualisation de la communication, qui fait partie du rôle des managers. Le fait de positiver les transformations et les restructurations, qui sont des périodes, on verra, d'incertitude et peuvent être assez anxiogènes. On voit aussi la proposition de Florence qui est de faire de la pédagogie au cours de la restructuration pour assurer les managers et les équipes. Frédéric nous propose le fait d'expliquer, de rassurer, d'avancer, donner du sens, accompagner notre sponsor. Donc, je crois que là, Caroline, Bertrand, on voit quand même un certain nombre de rôles sur lesquels vous allez pouvoir nous éclairer. Toi, Caroline, en tant que praticienne de l'accompagnement des mobilités sur le terrain, et toi, Bertrand, en tant que praticien de la formation des managers sur ces situations de restructuration. On termine peut-être quelques points, traduire les objectifs aussi de la restructuration et enfin soutenir et communiquer pour Pascal. Peut-être pour commencer, justement, Caroline, en quelques mots, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur ces différents rôles du management et puis en complément, Bertrand, la partie managériale peut-être, si tu veux bien. Donc, Caroline, alors, les étapes clés. Les étapes clés d'une restructuration, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, l'entreprise, elle vit quotidiennement au rythme des évolutions de marché. Évidemment, elle est obligée de s'adapter, elle est obligée de s'adapter à des changements. Il faut qu'elle reste compétitive. Donc, pour être performante, il faut qu'elle dispose de compétences qui vont évoluer, qui vont changer en fonction des métiers qui se développent, de métiers qui changent, et puis aussi de métiers qui disparaissent. On appelle ça la GEPP, on appelait ça auparavant la GEPC. Il faut voir aussi que l'entreprise, elle va avoir parfois besoin de se réorganiser aussi pour permettre des gains de productivité parfois ou parce que il y a des raisons économiques qui l'y contraignent. Alors justement, peut-être par rapport à la gestion des emplois et des parcours professionnels, Bertrand, dans cette période, quel est le rôle du manager et en quoi ça résonne par rapport aux propositions de nos participants justement?
Alors, déjà, le premier point pour rebondir sur les propos de Caroline, c'est de dire que les entreprises qui restructurent, qui se réorganisent, ne sont pas simplement des entreprises en difficulté économique, sont même parfois des entreprises qui sont en croissance et dans lesquelles il y a des emplois qui disparaissent, mais il y a aussi des emplois qui se créent et des emplois qui sont en mutation. Alors, le rôle du manager, il est triple. Premier rôle, donner le sens de la restructuration. Concrètement, ça veut dire qu'un manager doit pouvoir mener des points d'information collectifs réguliers, mais ça veut dire qu'il doit être bien au courant, bien connaître les objectifs et les mécanismes du plan de restructuration. Il doit être capable aussi de mener des bilatérales pour gérer les cas particuliers et aussi de donner de la visibilité sur les projets à moyen terme. Parce qu'il y a parallèlement, il y a deux phénomènes. Il y a la gestion du plan de restructuration et puis il y a la continuation de l'activité. Et c'est le deuxième rôle du manager, c'est faire en sorte que cette continuation de l'activité soit sécurisée, en fixant des objectifs simples et à court terme, bien sûr, en apportant un soutien personnalisé à chacun des collaborateurs qui en a besoin, et en veillant à répartir la charge de travail le plus équitablement possible, mais en tenant compte malgré tout des aléas. Et le troisième rôle, c'est l'accompagnement des équipes. Donc là, on est dans la dimension collective. Il faut être capable de maintenir l'équilibre entre de l'exigence sur les objectifs, mais une certaine bienveillance, en particulier à l'égard des gens qui sont directement concernés par la restructuration. Il faut apprendre à donner des feedbacks qui sont apprenants et à préparer le transfert des tâches et des compétences, en particulier quand on est dans une dynamique de GEPP. Très clair. Alors là, on voit Bertrand que finalement, on est un peu comme des managers agiles qui devons jongler avec ces trois dimensions. Peut-être maintenant, Caroline, si on revient sur ton expertise et le côté opérationnel de l'accompagnement de ces restructurations, peut-être nous préciser en quelques mots quelles sont les différentes étapes, presque légales, j'ai envie de dire, dans le cadre d'une réorganisation ou d'une restructuration, qui est contraint, je crois que tu m'avais dit en préparation de ce webinaire, qui est contraint par un cadre légal assez rigoureux quand même. C'est vrai qu'en France, on a, dans le cadre d'une réorganisation, effectivement, il y a un cadre légal qui est quand même assez, un cadre légal juridique, qui est très très complexe et pendant lequel on va observer plusieurs phases. Donc, on a trois phases. On a un premier temps qui est un temps de réflexion stratégique, souvent qui est mené par le CODIR et les conseils qui viennent en satellite apporter leur expertise justement au CODIR, parce que on va devoir identifier les mesures à prendre et les supports juridiques qu'on va privilégier. Est-ce qu'on part sur un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, un plan de départ volontaire, un PDV, une RCC, rupture conventionnelle collective? Et ça, ce premier temps, c'est un premier temps qui est un peu qui est uniquement entre les conseils et le CODIR, qui va rester un petit peu secret en quelque sorte. Il y a un deuxième temps qui sera le temps de préparation et de négociation, donc là entre l'ensemble des partenaires sociaux. Et puis un troisième temps, après ces négociations, quand un accord a été signé, qui va être un temps d'accompagnement des salariés. Nous, on préconise le plus tôt possible. Si on peut accompagner si les élus si les partenaires sociaux en sont d'accord, on propose d'accompagner le plus tôt possible les collaborateurs qui le souhaitent, pour être au plus près d'eux, pour les aider à réfléchir en amont, et puis idéalement à trouver une solution avant leur licenciement. C'est ce qu'on appelle le plus couramment un point information conseil. Et on les accompagnera bien sûr ensuite au moment de la notification des licenciements dans une autre phase qui s'appelle la plupart du temps l'antenne emploi. D'accord. Donc on voit bien dans ces trois phases le rôle et l'importance du rôle des managers qui ont été proposés par nos participants à l'instant, et ce dont parlait Bertrand sur les trois dimensions. Peut-être Bertrand, justement, est-ce que les managers sont concernés par toutes ces phases? Y a-t-il des phases pendant lesquelles ils sont plus présents? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet d'ailleurs? Oui, alors le premier point, c'est que bien sûr les managers sont concernés par toutes ces phases, et ce qu'il faut préciser, c'est important à nos yeux, parce qu'on l'observe tous les jours sur le terrain, c'est que les managers sont aussi des salariés, au même titre que les membres de la direction. Ce sont des managers et des salariés. Ça veut dire qu'ils sont doublement concernés par ces périodes de restructuration. D'abord parce qu'ils doivent accompagner leurs équipes, mais parce qu'eux-mêmes aussi sont parfois dans l'œil du cyclone, si je puis dire. Alors après, à quelle phase sont-ils concernés plus particulièrement
plutôt aux phases 2 et 3, parce qu'en général, la phase 1 est une phase de concertation, de préparation. Elle doit se faire dans la discrétion. Et à ce moment-là, les managers ne doivent pas divulguer d'informations à l'extérieur du cercle des dirigeants. Alors peut-être juste un arrêt sur image, on en parlait aussi en préparation de ce webinaire. On se disait que les rôles et missions finalement des managers sont assez sensibles, encore plus dans ces périodes de restructuration. Vous en avez parlé, Bertrand et Caroline. Et d'ailleurs, dans l'observatoire du management du groupe Oasis, récemment, on avait vu que 36% des salariés souhaitaient eux-mêmes devenir managers. Donc on voit aussi qu'il y a une sensibilité forte. Je m'arrête à ce niveau-là. Caroline, est-ce que tu peux nous éclairer justement sur ce que tu peux voir, toi, en période de restructuration, notamment, je crois que tu avais parlé d'un exemple de fermeture, il me semble, dans la préparation du webinaire. Oui, c'est vrai que pour l'illustrer un peu, on voit dans certaines restructurations, comme souvent des fermetures de sites, c'est quand même c'est assez édifiant. Dans les fermetures de sites, tout le monde est concerné. Donc là, c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés, qu'ils soient salariés, managers, et en tant que manager et salariés. On voit aussi des réorganisations. Moi, j'ai vu des réorganisations où les DRH supprimaient leur propre poste. Donc, on travaille avec des personnes qui sont un peu multicasquettes, qui vont être à la fois, comme le disait Bertrand, qui sont des managers qui sont eux-mêmes salariés. On va même voir, si on pousse un peu le modèle, on va voir des représentants du personnel qui sont des salariés concernés, qui sont des managers et qui sont également des représentants du personnel. Donc, c'est vraiment multicasquette. Oui, très clair. Justement, peut-être Bertrand, de ce point de vue-là, les dirigeants sont aussi des managers. L'équipe de direction, oui, parce que l'équipe de managers. Voilà, exactement. Je disais, les managers sont doublement concernés. L'équipe de direction est doublement concernée aussi, puisqu'elle construit, elle pilote, elle gère le plan de restructuration et elle est parfois aussi directement concernée. Alors, cette phase-là interroge en fait un point extrêmement important, c'est la cohésion de l'équipe de direction. Ça nous semble essentiel en phase de lancement de plan de restructuration, surtout comme dans le cas qu'évoque Caroline de fermeture de site. Plus que jamais, au sein des équipes de direction, au sein des équipes qui ont à construire le plan, il faut apprendre à se dire les choses, à confronter ses points de vue. Et une fois que les décisions sont prises, les dirigeants doivent agir absolument solidairement et ne plus se préoccuper de leur intérêt particulier. Voilà, ça c'est un point essentiel. Très clair. Donc là, on vient de poser le cadre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de répondre à cette première question. C'est finalement quels sont les rôles et postures que devons-nous faire pour accompagner les managers et les aider dans ces trois phases. Peut-être commençons tout de suite, si tu le veux bien, Caroline, par aborder la phase de négociation et peut-être nous éclairer sur ce qui se passe pendant cette phase de préparation. Et puis ensuite, Bertrand, tu nous diras à ce stade si on peut embarquer des managers. Comme tu le dis justement, David, c'est une phase de négociation qui est une phase de préparation, qui est une phase d'anticipation du projet, donc qui va intégrer différents acteurs. On le disait un petit peu en préambule, en France, c'est un petit peu particulier parce que le cadre légal est quand même très complexe et un peu paradoxal parce qu'il va impliquer qu'à la fois, il y ait une nécessité de travailler en cercle très, très restreint pour éviter les délits d'entrave, par exemple. Et puis, en même temps, il va être nécessaire d'aller recueillir de l'information, de la partager et puis d'anticiper. Donc, ce sont un peu parfois des injonctions contradictoires. C'est pas simple pour les managers de gérer cela. Et il faut à la fois respecter la loi, respecter le dialogue social, puis en même temps, on a des obligations légales auxquelles il faut répondre. Donc, on voit par exemple, quand on pousse un peu le modèle, on peut voir une entreprise qui va décider de faire très, très en amont une recherche de repreneurs, mais alors qui doit absolument éviter le délit d'entrave. Donc, c'est quand même assez complexe comme positionnement. Donc, la plupart du temps, il faut faire appel à des conseils externes assez divers. Les CODIR les dirigeants d'entreprise vont faire appel à des avocats, vont faire appel à des conseils RH, vont faire appel peut-être parfois à des médiateurs, à des experts comptables, c'est-à-dire tout un tas de parties prenantes. Et puis, il va falloir quand même veiller à conserver le secret de ces discussions impérativement. J'entends. Alors justement, il y a quand même une partie prenante qui nous intéresse, c'est ces fameux managers. Bertrand, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on fait à cette période, à cette phase, dans cette phase, pardon. Alors, à ce stade, on a une recommandation chez Oasis Mobilisation partagée avec nos collègues du reclassement, c'est qu'il faut rester extrêmement discret avec les managers. On ne peut pas les impliquer, les embarquer formellement à ce stade.
seuls les dirigeants ont la main et le rôle des dirigeants dans ce cadre-là, c'est de sécuriser les échanges d'informations et éviter de céder à la tentation de la confidence. C'est vrai que quand on est en contact en tant que dirigeant avec ces N-1, on peut avoir envie de leur annoncer des choses en avance de phase, mais c'est risqué. Il faut même être discret vis-à-vis de son entourage personnel. La moindre information qui filtre est susceptible de provoquer des remous, voire une judiciarisation. Caroline parlait à l'instant voilà, des risques d'entrave. Donc, à ce stade, restons très, très prudents, très discrets vis-à-vis des managers. Ils vont être embarqués dans la phase suivante. Très clair. Alors, effectivement, on a abordé le sujet de cette première phase de négociation. On arrive maintenant à la deuxième phase. Et là, Caroline, à nouveau, j'aimerais bien que tu nous éclaires et que tu nous parles un petit peu de ce qui se passe dans cette phase d'information et de soutien dont tu nous parlais tout à l'heure. Si j'ai bien compris, qu'il y a une phase aussi intermédiaire, quelque part un peu de transition avant la restructuration en tant que telle. C'est la phase de négociation, hein, pure et dure, entre les partenaires sociaux, mais c'est une phase où nous, on préconise la plupart du temps à nos clients d'ouvrir ce qu'on appelle le plus communément le point formation conseil, mais ça peut prendre divers noms. Et ce point formation conseil, si les partenaires sociaux sont d'accord, on peut l'ouvrir très tôt pour être au plus près des collaborateurs et il va se diviser en deux phases. Une première phase jusqu'à la validation d'un accord. Et une deuxième phase qui va aller jusqu'aux notifications des licenciements. Donc, la première phase jusqu'à la validation de l'accord par la directe, enfin les DRIT maintenant, et puis une deuxième phase qui ira jusqu'aux notifications de licenciement. C'est pas obligatoire. Le point information conseil, c'est pas une phase qui est obligatoire. En revanche, c'est pas imposé par la loi. Nous, on pense que c'est quand même assez idéal d'être au plus près des collaborateurs le plus vite possible parce que ça va vraiment permettre d'accompagner les collaborateurs, de leur apporter du soutien et puis d'anticiper le plus possible. Donc, ça a quand même un effet assez considérable sur l'apaisement du climat social. Et puis, dans ces moments-là, on accompagne bien sûr les managers qui sont des salariés, qui viennent nous voir sur la base de leur casquette de salariés impactés, bien sûr. Mais ces managers qui sont des salariés accompagnés par mobilité, ils vont avoir aussi besoin d'être accompagnés sur leur casquette de manager face à des situations de collaborateurs impactés. Donc ça, c'est vraiment un moment donné où le manager, il a un rôle qui consiste à recevoir ses collaborateurs, à expliquer à ses équipes ce qui se passe. Et il reçoit des collaborateurs qui sont souvent dans l'incertitude et lui-même, il est en pleine incertitude. Donc, il a vraiment, vraiment besoin d'être aidé aussi pour cette casquette de manager. D'accord. Donc là, tu as parlé du sujet lui-même en tant que salarié, tu as fait le lien avec lui en tant que manager. Ça fait la transition immédiate. Bertrand, toi qui as l'expérience d'animer des ateliers très régulièrement dans cette phase pour soutenir, former, accompagner les managers, qu'est-ce qu'on fait pendant cette phase? Comment on les aide, les managers, concrètement? Alors, on les accompagne effectivement collectivement dans des formats de type atelier, c'est ce qui est le plus fréquemment fait, mais aussi on le fait au plan individuel dans des formats plutôt de type coaching opérationnel. Ça concerne toute la période d'information et de soutien. Et comme l'explique Caroline, on rencontre souvent à ce moment-là des gens qui sont doublement concernés et qui nous disent « et moi, quand est-ce qu'on s'occupe de moi ?» Alors, par exemple, on va organiser un atelier de communication collective. Pourquoi? Parce que si on veut que les managers soient en capacité de répondre aux questions de leur équipe, il faut leur donner les éléments de langage. Il ne faut pas que les managers soient les derniers informés des objectifs et surtout des mécanismes du plan de restructuration. Il ne s'agit pas d'en faire des experts de la transformation sociale comme les consultants, les avocats, mais il faut leur donner un minimum d'informations pour qu'ils puissent interagir avec leurs équipes. Expliquer très factuellement le projet de réorganisation, par exemple, qu'est-ce qui se passe, quelles conséquences pour les salariés et avec quel calendrier. Donc, les managers, pendant ces ateliers, qui durent environ 2 à 3 heures, vont pouvoir travailler, échanger, partager ces informations-là. Et parfois même, on co-anime certains de ces ateliers avec des membres de la DRH pour leur donner des informations plus précises sur les aspects techniques. Tout à l'heure, on peut aussi décliner sous des formats plus individuels, comme le coaching opérationnel, pour accompagner les managers dont l'équipe est particulièrement concernée. Ça nous arrive quand on intervient
d'interagir à la fois avec des managers pour lesquels il y a un poste dans l'équipe qui est supprimé et d'autres managers dans lesquels c'est toute l'équipe dont les postes sont supprimés. Donc, on organise ces ateliers. Et notre rôle, c'est de traduire des éléments qui sont plutôt compliqués. Caroline a insisté sur la dimension technique et juridique en France qui est très présente. Et nous, c'est de les aider à les traduire ça dans un langage beaucoup plus simple. Voilà ce qu'on fait à ce stade. Et juste par rapport à cette période, on va dire, de contraintes sanitaires, très concrètement, ce que tu as l'occasion d'animer en ce moment, c'est quoi? C'est plutôt du distanciel, du présentiel? Alors, bien sûr, c'est plutôt du distanciel. Ça nous arrive, bien sûr, de le faire en présentiel en respectant toutes les mesures de sécurité sanitaire. Mais l'essentiel des ateliers que l'on mène en ce moment se font en distanciel. L'avantage, c'est qu'on est sur des formats relativement courts, qu'on peut en faire plus souvent, donc plus nombreux, mais peut-être un peu moins longs. Et puis, on peut aussi avoir des échanges individuels pendant des plages de 15-20 minutes, ce qui est plus difficile à organiser quand on est en présentiel, puisqu'il y a tous les temps de déplacement. Donc, c'est aussi un avantage de pouvoir travailler à distance. D'accord, merci Bertrand. Peut-être à ce stade, je propose à nos participants qui se sont connectés depuis 9 heures, n'hésitez pas à poser vos questions, réagir en direct sur le chat. Ça servira de base d'échange d'ici un quart d'heure avec Caroline et Bertrand, bien évidemment, sur ce sujet de l'accompagnement des managers en phase de restructuration. On arrive finalement, après la deuxième phase, à cette troisième phase dont tu parlais, Caroline, tout à l'heure, cette phase d'accompagnement des salariés. Si j'ai bien compris, on passe d'une période d'information conseil à une phase un petit peu plus, malheureusement, de transition, de notification et donc d'accompagnement des mobilités. Peux-tu à nouveau nous éclairer, nous dire concrètement comment tu accompagnes, toi et tes équipes, les collaborateurs sur le terrain et le lien avec le management après? Ah oui, donc cette phase qu'on appelle souvent antenne emploi ou cellule de reclassement, relais emploi, donc ça dépend des entreprises. Espace mobilité, je vois parfois Espace aussi. mobilité, parfois en effet. C'est une phase pendant laquelle on va accompagner les collaborateurs pour mettre en place leur projet de reclassement, un projet de retour à l'emploi, un projet de formation de reconversion, un projet de création d'entreprise. C'est une phase qui démarre au moment de la notification des licenciements. Donc, soit dans le cadre de l'accompagnement des congés de reclassement, soit dans le cadre de l'accompagnement de CSP, de collaborateurs qui sont accompagnés par Pôle emploi en CSP. Pour nous, chez Oasis, on a vraiment fait on a choisi de proposer un outplacement, ce qu'on appelle un outplacement collectif, donc un accompagnement qui soit équivalent à celui qu'on propose dans le cadre d'un outplacement individuel, c'est-à-dire le bénéfice d'un consultant référent tout au long de l'accompagnement, un accompagnement sur mesure, ça c'est vraiment l'ADN d'Oasis, on va faire du sur mesure, et puis bien sûr aucune limite de rendez-vous, on s'adapte aux besoins des collaborateurs sans limite. C'est une période. Je me permets, à ce stade, Caroline, tu disais tout à l'heure que les managers vivaient une double relation. À la fois, ils sont eux-mêmes salariés, ils sont eux-mêmes managers, donc ça doit être une période encore plus compliquée pour eux dans l'accompagnement, je pense. C'est très compliqué, c'est une période très très difficile parce que ils sont à la fois là pour représenter la direction, pour expliquer la stratégie, pour maintenir la mobilisation aussi des salariés qui restent, parce qu'il faut penser, on parle de ceux qui partent, mais il faut penser aussi à ceux qui restent. Et puis parallèlement réaliser des entretiens de séparation avec des collaborateurs licenciés. Il arrive même qu'ils soient contraints, obligés de porter le projet stratégique de l'entreprise alors que eux-mêmes sont concernés. C'est vraiment une période difficile. C'est vraiment une période très difficile pour les managers qui ont vraiment besoin d'un soutien pour être à la fois, on parle de les accompagner, mais il faut les former. Je pense que ce qui est nécessaire aussi, c'est de les former. On a parfois des managers qui n'ont jamais vécu cela dans leur vie de manager. C'est très nouveau. Ils n'ont pas du tout été préparés. Donc, moi, j'ai vu il y a pas très longtemps, d'ailleurs, même c'est pas forcément des managers seniors, mais dans une usine, fermeture d'usine, une DRH qui était là depuis presque 30 ans, qui n'avait jamais vécu un PSE dans son entreprise, qui était contrainte de le faire, qui n'avait eu qu'à gérer de la croissance jusque-là. Elle n'avait jamais vécu ça de toute sa vie de DRH et de toute sa vie de DRH dans l'entreprise. Donc c'est vraiment… Et c'est là où le lien avec les soutenir, les accompagner, les former sur ces nouvelles pratiques et postures managériales est important, et ça fait la transition tout de suite avec toi, Bertrand, justement. Dans cette troisième phase, tu me disais en préparant le webinaire,
que finalement, toi, avec les activités d'Oasis Mobilisation, vous aviez l'habitude d'animer, peut-être même légèrement en avance de cette phase, plusieurs types d'ateliers. Peux-tu nous éclairer maintenant? Oui, effectivement, on anime ces accompagnements-là ont lieu exactement, vraiment à la transition entre la phase 2 et la phase 3. Il faut le faire un tout petit peu avant. Par exemple, si on prend la préparation aux entretiens sensibles ou aux entretiens d'annonce, on ne va pas attendre que le plan soit embarqué pour le faire, parce qu'on mettrait les managers en difficulté. Mais en gros, on peut animer deux types d'ateliers à ce moment-là, en plus des accompagnements individuels qui nous sont demandés ponctuellement. Premier type d'atelier, il est dédié à la conduite de ce qu'on appelle les entretiens sensibles. C'est très simple à comprendre. Hein. C'est qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont divulguées. Les collaborateurs sont contactés par la RH, ils reçoivent une première information. Puis après, derrière, il faut que les managers gèrent toutes les réactions des collaborateurs. Alors, on ne va pas faire ici la panoplie des différentes réactions émotionnelles qu'il peut y avoir, mais vous les imaginez bien. Et donc, il faut apprendre aux managers à gérer ces situations-là. C'est un acte managérial délicat, et pour beaucoup d'entre eux, c'est inédit. Alors, on privilégie surtout l'analyse de situations concrètes. Hein. On n'est pas trop dans les approches théoriques et psychologiques. Il faut être sur des formats de type partage de pratiques. On ajoute bien sûr quelques éléments de méthode pour qu'ils agissent à bon escient. Mais l'idée clé, c'est de s'occuper autant de leur propre situation que de la situation de l'équipe. Encore une fois, en phase de restructuration, le manager est aussi collaborateur et il est très souvent également concerné lui-même. Le deuxième atelier, il a pour objectif de préparer les managers à mener ce qu'on appelle les entretiens d'annonce. Alors, il faut préciser une chose, c'est que il n'y a pas d'obligation légale à ce que les entretiens d'annonce, de suppression, de modification de poste soient menés par les managers. Hein. Ce n'est pas une obligation, ça peut être fait directement par les RH, mais en général, dans les entreprises, il y a une sorte de loyauté vis-à-vis de l'organisation et les managers aiment bien, c'est peut-être pas le mot, mais se sentent la responsabilité de faire le premier entretien eux-mêmes. Donc, il faut les préparer à cet acte-là, qui est un acte évidemment difficile. Il faut apprendre à dire les choses avec netteté et bienveillance. Il faut gérer, bien sûr, les différents scénarios de réaction, annoncer les suites concrètes. Alors, une fois encore, les managers n'ont pas d'obligation légale à mener ces entretiens, mais les entreprises privilégient ce canal de communication avant d'adresser les personnes concernées au service RH et aux consultants en charge de l'accompagnement. Il y a un dernier point, David, que je voudrais ajouter, c'est une recommandation qu'on fait, c'est de prévoir une action en fin de phase d'accompagnement en direction de tous les managers, qu'ils soient concernés ou pas par la restructuration. C'est un accompagnement collectif sur le thème « Comment remobiliser les équipes restantes sur le moyen terme ». Pourquoi ? Parce que finalement, c'est une période pendant laquelle on s'est essentiellement occupé des gens qui allaient partir et on ne s'est pas tellement occupé des gens qui allaient rester. Quel est l'objectif fixé ? Comment les accompagner efficacement dans leur montée en compétences? N'oublions pas que très souvent, ça se traduit par des changements de compétences, des métiers qui se transforment. Comment valoriser les succès, même modestes, pour se projeter dans un nouveau plan d'action? Voilà ce que je voulais dire sur l'accompagnement de la phase 3. Très clair. Merci Bertrand. Et ça fait écho à ce que tu disais en ouverture, Caroline. C'est on accompagne à la fois celles et ceux qui sont en transition de carrière, mais il faut aussi accompagner celles et ceux qui restent pour le rebond, bien évidemment. On est quasiment arrivé à la fin de cette troisième étape. Il y a quand même peut-être, Bertrand, une idée force à retenir sur cette troisième phase. Ce que je retiens, c'est qu'il faut aussi leur donner des éléments de langage, il faut les accompagner, les former. Moi, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux, qui est assez simple, et en même temps, c'est une question qui s'adresse à nos participants. Finalement, avec votre expérience, quels sont les bénéfices, les facteurs clés de succès de ces accompagnements des managers en phase de PSE, PDV, RCC? Tu parlais de GPEC tout à l'heure ou de GEPP à chaud. Dites-nous tout, Caroline et Bertrand. Moi, je pense que, bon, déjà, on comprend assez facilement que les managers ont un rôle clé à toutes les étapes du dispositif. Donc, à mon sens, ce qui est vraiment important, c'est de les impliquer le plus tôt possible. Dès que c'est possible, il faut les impliquer très vite. Et puis, c'est vraiment un maillon indispensable de la chaîne et leur donner aussi, autant que possible, les éléments de langage. C'est important de donner les éléments de langage au manager, qui ait un discours qui soit relativement commun et pour qu'il soit transmis et compris
à l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Donc là, on voit déjà 2-3 bénéfices très clairs dans ce que tu nous exprimes, et notamment la clarification, la transparence et les éléments de langage, ce qu'on disait au début. Ouais. Ouais. Peut-être, Bertrand, pour toi, les bénéfices de cette démarche, il fallait en résumer quelques-uns, puis à nouveau à nos participants, en quoi c'était bénéfique de les accompagner. Si on met la diapo suivante, s'il vous plaît. Pour moi, enfin, si je devais insister sur 2 points, le premier, c'est garantir un climat social apaisé. Si on fait ce travail avec les équipes managériales, c'est aussi pour éviter que les managers eux-mêmes participent à l'anxiété collective. C'est-à-dire qu'en accompagnant les managers, en les responsabilisant sur leur rôle, en prenant soin d'eux à la fois en tant que manager et en tant que salarié, on participe, on contribue à un climat social qui sera plus serein pendant les phases cruciales. On sécurise la cohérence managériale. Alors ça, c'est un point sur lequel je voulais insister parce qu'il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'il faut simplement accompagner les managers qui sont directement concernés par la restructuration ou est-ce qu'il faut accompagner tous les managers, y compris ceux qui ne sont pas du tout concernés? Notre réponse, c'est évidemment qu'il faut accompagner l'ensemble des managers pour 2 raisons. La première, même si on n'est pas concerné par le plan de restructuration, il y a un discours de l'entreprise, il y a des éléments de langage à acquérir. Sinon, on prend le risque d'avoir, j'allais dire, 2 poids, 2 mesures dans le discours des managers. Et l'autre raison, c'est qu'il faut jouer à fond sur la solidarité managériale pendant ces moments difficiles. Très clair. Écoutez, merci Bertrand et Caroline. J'ai envie de m'adresser maintenant à tous nos participants, la 60aine de personnes connectées en direct. Je vous ai mis dans le chat de nous partager, n'hésitez pas à nous partager 2 choses, à la fois ce que vous retenez de cet accompagnement des managers, qu'est-ce qui vous marque, et puis peut-être les questions ou les points de clarification que vous aimeriez poser à Caroline et Bertrand, auquel cas on y répondra avec grand plaisir dans les quelques minutes qui suivent. Je crois qu'il nous reste 5 à 10 minutes maximum. Peut-être Caroline, Bertrand, si vous aviez des réactions à faire à ces premières questions qui arrivent. Alors, il y a une première question qui arrive, c'est aussi que faire effectivement par rapport à des managers qui eux-mêmes sont impliqués dans la restructuration et peut-être ont tendance à ne pas vouloir s'engager pour accompagner les équipes. Ça, c'est plutôt une question pour toi, Bertrand. Est-ce que tu as face à toi des managers qui parfois se recroquevillent sur eux et finalement n'ont pas d'acte ou de posture managériale pour leurs équipes dans ces situations-là? Oui, bien sûr que ça arrive. Et je vais même aller plus loin. Ça doit concerner environ des managers qui sont vraiment en posture de repli. Ça va concerner en lancement d'accompagnement à peu près 10% de la ligne managériale. Par contre, si on est toujours en phase de lancement, on a en gros 30% de managers qui sont un peu en position attentiste, un peu en recul. Mais parmi ces 30%, il y en a un tiers qui effectivement manifeste une attitude franchement opposée à la démarche et qui se replie sur elle-même. Je vais dire la vérité. C'est difficile de réembarquer les 10% de gens qui sont franchement en retrait ou même en désaccord avec la démarche. En revanche, ce qui est important, c'est pas de se concentrer sur les 10% de gens qui vont non pas faire obstacle, mais qui vont ne pas vouloir s'embarquer. Il faut surtout se consacrer aux 90 autres pourcents qui sont en attente. Mais c'est vrai que ça arrive, bien entendu. C'est clair. Peut-être, Caroline, Bertrand, une question par Pierre. Vous parliez tout à l'heure de bons comportements l'une et l'autre. Quels sont ces bons comportements dont vous parlez notamment? Quelles sont ces pratiques, ces postures idéales, en quelques mots, notamment dans les formations que tu peux avoir, Bertrand? Alors, on pourrait très facilement ressortir les bons comportements un peu valises qu'on entend partout, écoute, etc. Moi, j'apprécie. Je pense que dans ces moments-là, parmi les bons comportements, il y a celui de la tempérance, ou si vous préférez, de la pondération. C'est-à-dire que arriver à dire ses émotions, mais en les retenant tout de même en partie, en étant pondéré dans l'expression de ses émotions, en restant calme, capacité à oui, je pense, c'est maîtrise de soi, éviter de tout montrer, de tout ce qu'on ressent. Mais aussi, alors d'ailleurs, en parallèle, il faut que le manager ait lui-même un interlocuteur auquel il puisse se confier quand ça ne va pas bien. Mais je reprends pondération,
tempérance, maîtrise de soi me paraissent des comportements importants. Protection aussi. Protection parce que le manager ne doit pas être l'éponge émotionnelle de tout ce qui arrive dans son équipe et autour de lui. Il doit aussi faire attention à lui. Ouais. Moi, je peux ajouter aussi il faut, à mon sens, aider le collaborateur qui est le manager qui est ce collaborateur, à faire la part des choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'émotions, de ressentis, de sentiments qui le concernent en tant justement que collaborateur impacté, et puis un certain nombre d'obligations aussi qui l'impactent en tant que manager. Et ce qui importe, à mon sens, c'est de vraiment l'aider à faire la part des choses. Et ce qui importe aussi, c'est de lui proposer les bons accompagnements. C'est-à-dire que on sait intervenir de façon juste et complémentaire. C'est-à-dire qu'on intervient, nous, mobilité, en accompagnant les collaborateurs impactés. Mobilisation intervient vraiment sur la partie en tant que manager. Et en général, c'est quelque chose qui est assez complémentaire et qui permet aussi aux collaborateurs de savoir, du coup, de reprendre un petit peu, de comprendre et savoir se positionner, faire la part des choses et du coup faire baisser un petit peu, éviter la confusion en tout cas. D'être à la fois dans le versant salarié quand il l'est ou dans le versant managérial, peut-être mais être à sa place. Exactement. Peut-être pour préciser par rapport à la question sur les bons comportements, par expérience, hein, le rôle des managers, ce qu'on attend de lui, comment l'aider à réussir à tenir ce rôle dont tu parlais au début, c'est aussi l'occasion de travailler sur ce qu'on appelle, nous, le questionnement, l'infosystème. C'est-à-dire on les forme à des bons comportements et le premier comportement, Pierre, c'est aussi et surtout de poser des questions, d'être en capacité d'écouter pour deux raisons. La première, pour gérer leur pratique et leur rôle de manager, on en a parlé, mais aussi pour prévenir, détecter d'éventuels risques psychosociaux. C'est extrêmement important dans cette période de s'approprier un rôle managérial dans la prévention de ces risques psychosociaux. Donc, identifier un salarié en difficulté, on le forme à avoir un comportement d'écoute, d'infosystème, de questionnement ouvert. Voilà. Une question complémentaire pour terminer, il nous reste deux questions. David nous demande effectivement, nous précise que les managers souvent sur le terrain se plaignent parfois d'apprendre ou d'avoir des informations par les syndicats. Parfois, ils se retrouvent en porte-à-faux vis-à-vis de leurs équipes. Ça peut miner ou ça peut miner l'engagement des managers et de leurs équipes. Comment on sécurise ce point, Caroline, Bertrand, quelques mots? Il y a un point là, en fait, cette question-là, elle interpelle la phase numéro 2. C'est-à-dire que si on a réuni les managers collectivement, si on les a rencontrés individuellement pour leur expliquer plus en détail ce qui les concerne, si on les a préparés à communiquer autour de ce plan de restructuration, le point qu'évoque David ne devrait pas arriver. C'est-à-dire que en principe, les managers ne devraient pas se retrouver en porte-à-faux vis-à-vis des syndicats. Après, il y a un cas qui peut survenir, c'est quand les syndicats, eux, laissent, malgré qu'il y ait une bonne information de partager avec les managers, les syndicats peuvent ici et là distiller des informations plus ou moins confidentielles et le manager, de toute façon, n'aura pas les éléments de réponse. Mais ça, j'allais dire, ça arrive aussi bien en période habituelle qu'en période de restructuration, ce phénomène-là. Il faut apprendre à vivre avec ça et accepter que c'est, à défaut d'être équitable, c'est pourtant bien une situation réelle. Il y a une question qui a été posée. Question de Renaud, oui. Ouais. Dans certains cas, c'est la direction qui s'occupe des annonces de licenciement. La sortie est alors directe, sans passage par les managers. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas trop quoi penser de cette situation. La question que je me pose, c'est quel est le degré de maturité, d'autonomie des managers. Si ce degré d'autonomie et de maturité, si le management est de bon niveau, on peut les préparer et les accompagner comme on vient de l'expliquer pendant les 40 minutes écoulées. Si en revanche, on a affaire à un encadrement qui est faible, un peu fragile, qui n'a pas l'habitude déjà de communiquer en temps normal avec les équipes et il faudrait muscler au dernier moment pour ça, alors effectivement, peut-être que dans certains cas un peu spécifiques, il est préférable que la direction s'occupe directement du processus. C'est une question de niveau d'autonomie des managers, à mon avis. Alors peut-être un point aussi, Caroline, Bertrand, par rapport à la remarque de Renaud, par expérience, Renaud, il y a aussi un point qu'on oublie souvent, c'est l'accompagnement et le soutien des salariés peut avoir aussi comme public, entre guillemets, d'accompagner les membres du CCSE ou du CSE.
c'est quelque chose qu'on pratique et qu'on a l'habitude de proposer, c'est aider les élus à mieux gérer cette période d'incertitude également, Ouais. les outiller pour tenir leur rôle de représentant terrain auprès des salariés, leur donner aussi les moyens vraiment d'aider les salariés à traverser ces différentes étapes. Donc, former les parties prenantes, tu en parlais au début, Caroline, hein, c'est multicasquette, c'est accompagner les élus, les salariés, les managers et les dirigeants. Donc, quelque part, c'est ce juste équilibre qui permet d'éviter les éventuels écarts ou les incompréhensions dans cette période très, très délicate, bien évidemment. Une dernière remarque ou question, Patrick, par expérience, si l'équipe managériale est soudée et cohérente au quotidien, finalement, la gestion de la restructuration et donc la communication vers les managers sera plus cohérente et plus aisée. Comment vous réagissez à cette bonne pratique, cette remarque de Patrick, Caroline, Bertrand? Ah bah moi, je souscris tout à fait. Ouais, Je souscris tout à fait à cette remarque. Et il ne s'agit pas d'attendre les restructurations, d'attendre les moments de difficulté pour souder les équipes managériales, pour former les managers, pour les accompagner. Bien sûr que plus on le fait en amont, plus c'est et plus la communication sera aisée. Je suis parfaitement d'accord avec cette remarque. On est d'accord. Peut-être un point d'expérience, Bertrand, tu animais récemment un atelier pour une équipe dirigeante. Peux-tu aussi nous dire à quel point parfois les dirigeants sont eux-mêmes demandeurs, mais n'osent pas le dire, d'être soutenus, formés dans cette période si compliquée? En quelques mots. Oui, tout à fait, parce que en fait… Sans révéler le nom du client, on est d'accord. Non, je n'avais pas l'intention de le faire. Je voudrais utiliser une image. En fait, si on lit l'équipe tous les jours, le journal, hein, je veux dire, on n'est pas obligatoirement, ça ne fait pas de nous un bon footballeur, même au bout de 3 ans de lecture quotidienne de l'équipe. Je pense que pour les équipes dirigeantes, c'est pareil. On peut estimer bien maîtriser les mécanismes d'un plan de restructuration. On peut avoir suivi les formations en tant que manager sur la conduite du changement, etc. Le jour où on est concerné par une vraie restructuration, là, on se rend compte que c'est pas facile de mettre en application toutes les choses qu'on a pu lire, entendre à droite, à gauche. Donc, ce dont on se rend compte régulièrement en animant ces équipes de direction, c'est que finalement, ils sont très demandeurs. Et surtout, et ça a été évoqué à l'instant par Pierre, je crois, ils se rassurent entre eux en s'unissant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la notion de solidarité. Et moi, j'accompagne des équipes de direction dans lesquelles il y en a un ou deux dont le poste est supprimé parce que la direction dont ils s'occupent est supprimée. Et le fait de se souder, de se rassembler et de partager aussi quelques méthodologies, quelques outils en commun, c'est extrêmement important. Très clair. Alors, deux remarques complémentaires pour terminer. Pierre nous précise qu'il faudrait ajouter au programme de formation des approches autour des compétences comportementales, des soft skills, pour préparer ces managers. Et puis là, je crois, hein, Caroline, Bertrand, par expérience, c'est des éléments, des modules qu'on intègre en règle générale dans les ateliers, mais effectivement, c'est important de parler de ces compétences comportementales. Et puis, remarque de Guillaume, hein, d'autres parties prenantes qu'on oublie parfois. C'est les prestataires, les fournisseurs, voire même parfois les clients qui peuvent être accompagnés dans certaines circonstances. Voilà. Donc, compétences posturales pour Florence par rapport aux soft skills, exactement. Bien, bah écoutez, merci Bertrand, merci Caroline, merci à notre 60aine de personnes en direct. J'espère que vous avez pu avoir quelques éléments de réponse sur nos objectifs du début. Je vous rappelais qui était de voir comment accompagner les managers dans ces phases de restructuration. Un mot pour conclure, chacune et chacun, ainsi que nos participants en ligne. Allez, un mot pour terminer. Et puis, je vous dis à la prochaine session du webinaire d'Oasis Mobilisation. Un mot, Bertrand? Accompagner, ouais, c'est vraiment le mot. À chaud. Caroline, un mot pour conclure? Oui, je dirais impliquer. Impliquer. Parfait. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous. À très bientôt pour d'autres séries de webinaires. Regardez donc sur nos réseaux sociaux, sur nos pages LinkedIn et sur nos sites internet. Nous aurons un prochain webinaire le 5 mai prochain dans le groupe Oasis et compagnie sur le thème du télétravail nuit-il à l'engagement des équipes. Donc, je vous invite à vous connecter sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous et bonne journée et bonne fin de semaine. À bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.